Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de votre grand angle. Grand angle qui est donc consacré à la visite d'Emmanuel Macron à Moscou, en Russie. Avec nous pour en parler, Antoine Mondaz, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique et enseignant à Sciences Po. Bienvenue à vous également. Jean de Glignasti, vous êtes diplomate, vous avez été ambassadeur de France à Moscou, aujourd'hui expert à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. L'Iris, avant de vous donner la parole, messieurs, on va écouter le président français Emmanuel Macron. La discussion d'aujourd'hui, à mes yeux, peut amorcer ce vers quoi nous devons aller, qui est une désescalade. Donc je me réjouis d'avoir l'opportunité de pouvoir entrer en profondeur sur tous ces sujets et commencer à bâtir une réponse utile collectivement pour la Russie et pour tout le reste de l'Europe. Et une réponse utile, c'est une réponse qui permet évidemment d'éviter la guerre et de construire les éléments de confiance, de stabilité, de visibilité pour tout le monde. Jean de Glignasti, il a l'air plutôt tendu, le président français. Le sujet est important et il est difficile puisque, en fait, il a utilisé le format Normandie pour rentrer dans une négociation qui, au départ, n'est pas la sienne. Alors, format Normandie, on le dit pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est France, Allemagne, Ukraine, Russie, 4 interlocuteurs. 4 interlocuteurs pour appliquer les accords de Minsk, qui sont des accords qui, en principe, doivent régler la question ukrainienne. Donc, et la France, donc, faisant partie de ce format Normandie, qui était en sommeil depuis un peu plus d'1 an, en fait, l'a réactivé. Et donc, il vient à Moscou pour introduire, en fait, sa compétence française en tant que garant des accords de Minsk. Pour vous, il y a en tant que président français dans le cadre de ces accords de Minsk et non pas en tant que président de l'Union européenne en exercice pour 6 mois ? Donc il est président du Conseil de l'Union européenne, hein, donc il n'est pas président du Conseil européen, hein, ça fait une différence importante. Mais effectivement, vous avez raison, il vient il ne s'est pas présenté comme étant président du Conseil des ministres de l'Union européenne, hein, il vient en tant que président français. Mais il vient en tant que président français, il est de facto, il a la casquette de président du Conseil des ministres de l'Union européenne, et puis il vient en tant que membre du format Normandie. Donc il a quand même, disons, beaucoup de raisons de se rendre à Moscou. Mais franchement, que peut-il obtenir de cette visite? On a du mal à comprendre. On a d'un côté Olaf Scholz, le chancelier allemand, qui est aux États-Unis, à Washington. On reproche à l'Allemagne d'avoir une position ambiguë face à la Russie de Vladimir Poutine. On a des pays comme la Grande-Bretagne et l'Allemagne d'ailleurs qui annoncent 350 soldats en Pologne et en Lituanie pour l'un et l'autre. On a l'impression d'assister à un grand jeu de poker menteur dans cette affaire depuis des mois maintenant. Alors, la formule poker menteur n'est pas mauvaise, parce que dans la réalité, il y a beaucoup de gesticulation. Mais le cœur du sujet, c'est une négociation. Pour la première fois depuis 20 ans, il y a un projet de traité, enfin non, il y en a eu en 2008, mais on l'a écarté, mais il y a un projet de traité russe, une réponse écrite de l'OTAN et des États-Unis, et donc il y a une négociation qui est en cours entre les États-Unis et la Russie sur la sécurité en Europe. Le problème, c'est que l'Europe, malheureusement, s'est disqualifiée dans cette affaire, puisque vous vous souvenez qu'après la réunion de juin 2021 à Genève, entre Biden et Poutine, leur premier tête-à-tête, Macron et Merkel avaient dit « Attendez, ils sont en train de parler de l'Ukraine dans notre dos, donc il faut prendre une initiative européenne. » Donc au Conseil européen fin juin, ils se sont adressés aux Européens, ils leur ont dit il faut inviter Poutine, il faut prendre une initiative, etc. Et là, ils se sont cassés le nez, car la plupart de leurs collègues européens leur ont dit vous n'y pensez pas. Mais est-ce qu'ils sont sur la défensive ou l'offensive, les Européens, en ce moment? Mais ils sont en dehors, ils sont ailleurs, sauf effectivement Scholz et Macron qui sont dans le format Normandie. Mais ils sont en dehors parce qu'ils l'ont voulu, puisqu'ils ont en fait cassé l'initiative Merkel-Macron en disant les responsables de la sécurité européenne, c'est l'OTAN et les États-Unis. Antoine Mondaz, avant de vous donner la parole, et avec vous on va le voir, il sera question de Chine, puisque tout s'entrebrique dans ce genre de crise. Mais d'abord on écoute cette fois Vladimir Poutine. Je vois combien d'efforts les dirigeants actuels de la France et personnellement le président français déploie pour résoudre la crise et pour résoudre les problèmes qui y sont liés, à savoir la résolution de la crise interne ukrainienne dans le sud-est du pays. Jean de Glignasti, une question, on aimerait comprendre, s'il vous plaît,
Que veut Vladimir Poutine? Il est accusé de vouloir envahir l'Ukraine. On sait qu'il y a déjà 2 républiques autoproclamées dans le Donbass, le Louhansk et Donetsk, il y a la Crimée qui est annexée. Veut-il vraiment envahir l'Ukraine? Et si oui, pourquoi? Est-ce parce que c'est l'Ukraine qui veut adhérer à l'OTAN? Mais il ne veut pas envahir l'Ukraine. Il n'est pas idiot. Il y a en Ukraine un phénomène assez intéressant qui est une sorte de coalescence de sentiment national. Même les Russes, les russophones d'Ukraine se sentent de plus en plus ukrainiens. L'Ukraine n'est pas du tout dans l'état où elle était en 2014. L'Ukraine a bénéficié d'une coopération importante de l'OTAN. Elle a des armes, elle s'est formée, elle a un peu plus d'argent. Elle est en train économiquement, péniblement de décoller. Donc ça ne serait pas une promenade de santé d'attaquer l'Ukraine. En revanche, la priorité, et c'est une cohérence de la politique russe, c'est le glacier, la sécurité de la Russie, et ça, il le dit depuis 20 ans. Antoine Bondaz, merci d'avoir patienté. On voulait vraiment que les choses soient déjà très claires dans ce dossier, parce que c'est pas toujours facile de s'y retrouver. On vous a invité, Antoine Bondaz, pour savoir ce que pensait Xi Jinping de cette crise. Comment voit-il cela? Est-ce qu'il boit du petit lait, comme le dit l'expression? Je pense que la situation, elle est compliquée et évidemment, la Chine n'a pas d'intérêt à ce qu'il y ait un conflit ouvert en Ukraine. Après, Pékin, depuis 2014, suit évidemment la crise ukrainienne avec beaucoup d'attention. 2014 a été compliqué pour la Chine de se positionner. Il n'y a pas eu de critique. Là, au JO, vendredi à l'ouverture, il y a eu une position claire. On les a vus tous les deux. Vladimir Poutine à ses côtés pour dire attention, la sécurité mondiale. Parce qu'il y a eu une évolution en réalité depuis 2014, où la Chine était très mal à l'aise en 2014. Il faut quand même comprendre qu'on a un pays qui a de fait envahi la Crimée, prétextant de mouvements nationalistes. La Chine, évidemment, s'inquiète que dans son territoire, certaines minorités potentiellement puissent suivre le même chemin. Mais la réalité, c'est que pour la Chine, il y a un rapprochement avec la Russie qui est ancien depuis la fin des années 90 et même depuis l'effondrement de l'URSS. L'URSS qui était une menace, ce n'est plus le cas de la Russie qui devient de fait un partenaire. On a un rapprochement qui s'est accéléré depuis 2014, notamment parce que les sanctions occidentales, mais aussi, il faut bien l'expliquer, parce que du point de vue de Pékin et du point de vue de Moscou, les deux pays ne sont pas des menaces politiques. Ouais. Mais Antoine Bondaz, quand Joe Biden est arrivé à la Maison-Blanche, son adversaire direct, là où il y avait querelle, c'était Xi Jinping. Aujourd'hui, on a le sentiment que cette crise ukrainienne, d'ailleurs, certains disent que les États-Unis n'en veulent pas vraiment de cette crise ukrainienne. Il faut être très clair, la priorité des États-Unis, ça reste la Chine. Ça reste l'Indo-Pacifique, et je pense que les Américains sont extrêmement ennuyés et embarrassés par ce qui se passe en Europe. Xi Jinping, évidemment, essaye d'en profiter, tant mieux, entre guillemets, si les Américains sont distraits avec l'Europe. Mais ce qui est vraiment très important pour moi, dans la déclaration de vendredi, suite à ce sommet sino-russe, premier sommet depuis plus de 2 ans, première rencontre entre Xi Jinping et un dirigeant étranger depuis plus de 2 ans. Présentiel, en physique. Ce sont effectivement les nombreuses annonces dans tous les domaines, mais ça on avait à l'habitude, mais aussi ici la première partie sur la question de la démocratie. Et là encore une fois, on revient sur cette notion de sécurité politique qui, du point de vue de Pékin, est presque plus importante que la question de la sécurité militaire. Vladimir Poutine a cité Taïwan. On sait que pour la Chine, c'est une ligne rouge. Est-ce à dire que Vladimir Poutine, d'une certaine manière, on connaît son intelligence, lorsqu'il parle en général, c'est pour que ses interlocuteurs comprennent bien. Est-ce que cela veut dire que d'une certaine manière, l'Ukraine est à la Russie, ce que Taïwan est à la Chine? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que jamais la Russie n'a prétendu reconquérir l'Ukraine. Il ne faut pas oublier que l'URSS a explosé du fait même de la volonté des dirigeants de l'URSS. Et donc l'Ukraine a pris son indépendance dans un accord entre Yeltsin, le Biélorusse, et Shevchuk, l'Ukrainien. Donc il y a une différence très importante. Ce que les Russes veulent, et ils l'ont exprimé dans des livres blancs, dans des documents stratégiques, dans leurs déclarations depuis plus de 20 ans, c'est que l'Ukraine ne soit pas un ennemi. C'est-à-dire que l'Ukraine ne tombe pas aux mains de l'OTAN, qui est considérée comme un ennemi par les Russes. Mais l'Ukraine dit nous sommes un État souverain, on fait ce qu'on veut. Oui, mais ils demandent ce qu'ils veulent, mais ils obtiennent ce qu'ils peuvent. Et pourquoi ils ne parlent pas, le président Zelensky avec Vladimir Poutine? Ils sont fâchés, ils ne se parlent pas? Je crois qu'effectivement, ils se parlent à l'occasion des formats Normandie. C'est là que la France peut jouer un rôle. En bilatéral, non. Les États-Unis... Ils se sont parlé au téléphone au début, mais la situation... Les États-Unis veulent-ils, comme certains le disent, mettre des bâtons dans les roues d'une union entre l'Europe et la Russie? Est-ce qu'il est vrai que les États-Unis font tout pour que ce lien ne se fasse pas? Écoutez, la seule chose que je puis dire, c'est que les sanctions
américaines et européennes. Et vous savez que les entreprises françaises, européennes, en fait, s'alignent sur les sanctions américaines et non pas sur les sanctions européennes, parce que les Américains ont des sanctions contre les entreprises et qu'ils appliquent de façon extraterritoriale. Donc ça terrorise les entreprises européennes. Mais depuis les sanctions, les flux commerciaux entre la France et la Russie ont diminué de 50%. On est passé de 20 milliards à 10 milliards. L'Allemagne a perdu 3 points et un peu plus de part de marché russe au profit des Chinois. Ils ne regagneront jamais. Alors que la part de marché américaine, elle, a augmenté légèrement. Si ça se tend, puisqu'on parle commerce à l'instant, au niveau des échanges, est-ce que la Chine, c'est aussi une alternative pour Vladimir Poutine si avec l'Europe, ça se compliquait encore plus? Ça l'a été partiellement depuis 2014. C'est une redirection du commerce russe, non plus vers l'Europe, mais vers la Chine. Du point de vue chinois, ce qui est extrêmement important, c'est évidemment la question des hydrocarbures pour diversifier au maximum les sources d'approvisionnement de la Chine. Et d'ailleurs, il y a eu un grand accord qui a été signé vendredi matin et qui vient compléter des accords plus anciens. Il y a aussi une question très importante pour la Chine, c'est la question des transferts potentiels de technologies de la Russie vers la Chine. Certaines technologies, notamment en matière de défense, notamment en aéronautique et plus spécifiquement sur certains moteurs d'avion, restent extrêmement importantes pour la Chine. Et donc tout ce qui pourrait inciter la Russie à accroître ses partenariats, accroître ses transferts de technologies, est évidemment in fine une bonne chose pour la Chine. Merci beaucoup Antoine Mondas d'avoir répondu à nos questions et merci également à vous Jean de Gliniasti. Je rappelle que vous avez été ambassadeur de France en Russie.